Être un destructeur de forme? Point d'interrogation. Donc, enregistrement fait lors du mois de juin de l'année 2024. Donc, est-ce que l'individu qui se conscientise a à devenir un destructeur de forme? Réponse? Non, l'individu qui se conscientise, il a à être lui-même. Être un destructeur de forme, c'est, dans certains cas, s'associer à un rôle ou une version partielle qui s'inscrit dans le cadre d'un rôle initiatique. Il y a eu l'instruction supramentale qui a été véhiculée par Bernard de Montréal et qui, par la suite, a rayonné sur le web dans la francophonie où il mettait beaucoup l'emphase sur le fait qu'il était un destructeur de forme. Mais en réalité, l'individu nouveau n'a pas nécessairement à devenir un destructeur ou un créateur de forme, il a à être lui-même. Et être destructeur de forme, si quelqu'un devient ça par attitude psychologique dans l'optique d'être libre de la forme, c'est un comportement polarisé qui est limitatif. C'est comme quelqu'un qui détruit, puis il y en a d'autres qui génèrent des formes qui construisent. C'est la partie d'un cycle. Il y a des cycles dans la vie, des cycles de construction, des cycles de destruction. Donc, c'est un aspect, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Donc, il y a le côté actif, le yang, et le côté passif yin, en fonction de la tradition orientale. Bon, ben, quelqu'un qui vit juste sur le côté actif, c'est problématique, ou le côté passif, c'est problématique. Donc, l'individu n'a pas nécessairement à passer son temps continuellement à détruire la forme, il a à vivre dans un rapport équilibré avec la forme. Et si l'individu est un jovialiste, en lien avec la philosophie d'André Moreau, de ce que j'en comprends, il va plutôt apprendre à jouer avec la forme pour manipuler ses manipulateurs. Donc, la forme, le rapport que j'ai avec la forme, mon but à travers mes enregistrements, c'est pas de détruire les formes, parce que détruire les formes, ça met dans une dynamique de la déconstruction perpétuelle. Or, il y a toujours des formes anciennes issues du mémorial qui peuvent servir. En fait, mon optique dans la vie en tant qu'individu, c'est plutôt de me servir intelligemment de la forme, parce que à quelque part, de vouloir continuellement détruire la forme, surtout si dans le cadre d'une attitude psychologique, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va tout le temps être en réaction dans une dynamique de la contestation perpétuelle. Puis l'autre perspective où ce que la personne crée des formes continuellement, ça dépend. Si les formes sont ajustées, ça amène à aller plus loin. Dans une compréhension, etc., ça hausse le niveau. Mais si la personne va articuler des formes qui enchaînent les gens du mémorial du passé puis de la croyance, c'est pas ajusté. Certes, quelqu'un peut avoir un rôle initiatique pour sortir une société qui était figée dans un cadre conceptuel. Prenons par exemple la société québécoise qui était figée dans la religion judéo-chrétienne pendant plusieurs décennies. Bon, il y a eu la période de la Révolution tranquille au Québec dans les années 1960, puis par la suite, Bernard de Montréal apparaît dans les années 1980 pour contester massivement les croyances religieuses, la spiritualité naïve, la spiritualité sous influence astrale, et ainsi de suite. Donc, le volet qui a eu à jouer de détruire des formes associées à la religiosité historique du Québec qui régnait jusque-là, pour amener autre chose, ça a une fonction. Sauf que le point, c'est que c'est pas parce que lui qui a joué un rôle de destruction de forme que c'est intelligent que tout le monde joue un rôle de destruction de forme. Et le rôle de destruction de forme n'a pas nécessairement à être joué tout le temps. Ça peut être utile ponctuellement. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fait le ménage d'une maison. Des fois, on va faire le ménage du printemps. On se rend compte qu'il y a des vêtements qu'on ne porte plus. Ça peut être des gilets, ça peut être des pantalons. Qui font plus parce qu'ils sont rendus trop petits, parce que la personne a grandi. Bon, ben là, à ce moment-là, de se départir des formes, c'est intelligent. Mais c'est pas intelligent de se départir de toutes les formes tout le temps. Donc, il y a des limites aussi par rapport à ça. Moi-même, je l'ai appris.
Ce que je peux dire, c'est que dans ma vie, au niveau pratique, je vis présentement dans un logement qui a été très épuré. Bon, là, c'est sûr, ma fille est née, il y a des jouets d'enfants, il y a des articles pour enfants qui s'y trouvent. Mais j'ai toujours voulu avoir un logement avec peu d'articles dedans pour justement être libre de la forme, pas être encombré. Parce que les formes ont facilement tendance à s'accumuler. Puis, c'est comme pour les photos, parce que depuis la naissance de ma fille, en fait, je suis père d'une fille qui a un peu plus d'un an et demi au moment où je vous parle. Et depuis sa naissance, naturellement, je prends abondamment des photos. Parce qu'un enfant, ça change rapidement. Surtout dans la période 0-2 ans, là, il y a des modifications importantes qui s'opèrent au niveau du corps physique qui sont observables, au niveau du comportement. Le bébé bouge de plus en plus, il est de plus en plus lucide aussi. Donc, je prends des photos. Ma fille, depuis un certain nombre de semaines, elle se tient de plus en plus debout, elle commence à marcher, elle marche de plus en plus, elle commence à courir. Enfin, ça va vite. Mais les photos, à la différence de mes parents, parce que mes parents, quand j'étais jeune, c'était dans l'ère de la photo analogique, donc ils avaient fait développer beaucoup de photos. Donc, ils ont plein d'albums de photos sur papier, puis ça prend de l'espace. Tandis que moi, ce que je fais, c'est que oui, je prends plusieurs photos et les photos sont faites, sont gardées sur support numérique, c'est-à-dire mon ordinateur, donc ça prend moins de place. Donc, créer des formes comme des photographies, ça a ses limites parce que si vous vivez dans un logement et l'espace est limité, ben, c'est pas intelligent d'avoir plein de photos dans des cartables qui vont tout remplir l'espace pour on a de la difficulté à circuler, là. Donc, sinon, pour ce qui est le volet de être un réformateur psychique à travers le vécu du principe de la destruction de forme à des fins initiatiques auprès d'une collectivité, il y a des gens qui peuvent avoir joué ce rôle-là. Donc, c'est sûr qu'à un certain niveau, Bernard de Montréal, à travers son instruction supramentale, a participé à favoriser à l'éclatement de formes au sein d'individus qui est lié à de la religiosité pour, dans le fond, créer de l'espace et les rendre disponibles à une conscience vibratoire, ce que certains vont appeler une conscience de l'intelligence instantanée, pour générer ce qu'on appelle un vide créatif, en libérant l'individu du mémorial. Oui, ça a une utilité, sauf que le point que je voulais faire, puis je discutais avec quelqu'un sur le web, c'est que l'histoire du rôle de destructeur de forme, surtout de s'identifier à ce rôle-là, a ses limites. Au même titre que s'identifier à être un homme, une femme ou un être non-binaire. Chacun des polarités auxquelles on peut s'identifier a ses limites. Donc, pourquoi? Parce que si on regarde ce qui s'est passé avec Bernard de Montréal a contesté des formes anciennes qui liaient l'humanité à l'involution, à la mystification, à la croyance naïve, en relation avec des forces spirituelles et spiritualisantes. Sauf qu'il a amené d'autres formes. Donc, la forme du mensonge cosmique, la forme du double luciférien, le double éthérique. Bon, il a amené des formes. Il y en a certains qui étaient en relation avec l'anthroposophie, la théosophie, la doctrine de Blavatsky, ensuite la cosmogonie d'Urantia, puis certains ouvrages à caractère occulte et ésotérique. Donc, il y a des gens qui, au contact de Bernard de Montréal, ont pris leur distance par rapport à la religion judéo-chrétienne par rapport à laquelle ils baignaient jusqu'alors, pour, par la suite, dans le fond, nourrir des formes en relation avec des ouvrages comme, si on prend par exemple le livre d'Urantia qui fait allusion à la forme de l'ajusteur de pensée. Mais ce que je trouve particulier, puis j'ai essayé de faire reconnaître à certaines personnes, c'est que d'un côté, Bernard de Montréal, bon, je commande son œuvre puis sa personne, vu que dans le domaine de l'instruction supramentale,
c'est une figure marquante, donc un point de référence. Par rapport à lui, bon, il s'est présenté sa place publique comme un initié qui détruisait des formes, mais en même temps, il a introduit un paquet de formes. Et c'est ça la particularité. D'un côté, il détruit des formes détruites, puis d'autre côté, il amène des formes qu'il n'y avait pas. Dans le sens que le chrétien catholique qui pouvait prier pour le salut de son âme, le bon Dieu, là, il se fait dire que si sa conscience veut accéder à une forme de salut, il doit fusionner avec le double éthérique et que l'ajusteur de pensée va procéder à un travail énergétique auprès de lui pour l'ajuster sur le plan vibratoire. Bon, ben, on passe de certaines formes à d'autres. Est-ce que les autres formes sont utiles? Ben, c'est à la personne d'évaluer à quel point les formes le servent ou le desservent, puis à quel point il peut servir de forme pour véhiculer un savoir, une instruction. Mais tout ça pour dire que, si je le ramène à moi, là, c'est intéressant de parler des autres, mais c'est encore mieux de se positionner par rapport à un sujet. Moi, en tant qu'individu, je ne me définis pas comme un destructeur de forme, ni comme un adepte peu naïf de forme, mais plutôt comme quelqu'un qui doit composer avec les formes, être capable de jongler avec les formes, voire jouer avec. Pourquoi? Parce qu'on est entouré d'un environnement d'êtres qui sont manipulés et manipulateurs, et que quelque part, ben, dans un contexte pareil, il en vient pertinent à faire preuve de légitime défense psychique par rapport à un contexte aussi pourri, où on cherche à nous inculquer un paquet de formes d'une manière dissonante. Donc, c'est sûr qu'il y a des cycles de vie aussi par rapport à des formes. Donc, une chose est utile à un certain moment donné pendant la vie de l'individu, puis ne l'est plus à un autre moment. Dans le sens que quand quelqu'un est jeune, prenons par exemple quelqu'un qui fait des études au primaire, bon, ben, les cahiers dans lesquels il apprend à écrire, former ses lettres, ça a une utilité. Mais lorsque la personne est capable d'écrire, c'est intégré, elle n'a pas besoin de conserver nécessairement toute sa vie les cahiers qui lui ont servi à former les premières lettres attachées sur papier. Donc, il y a des formes qu'on apprend à maîtriser, c'est une utilité temporaire, puis ensuite on passe à autre chose. Même chose pour des livres qu'on peut lire. Donc, puis pour ce qui est de la vie, de la nature, de l'intelligence, tous ces éléments-là vont générer continuellement des nouvelles formes qui sont mises en opposition avec des anciennes. Puis aussi, on peut regarder l'utilité de certains éléments liés au passé plutôt que de mettre tout de côté, dans le sens que par rapport au passé, ici, où ce que je suis au Québec, du christianisme, ben, il y avait des bons côtés à un certain niveau. Prenons par exemple le cas d'une personne que je connais qui avait appris à écrire en français de la part des religieuses. Eh bien, les lettres étaient très bien formées lorsque elle écrivait quand elle était jeune d'une manière attachée. Et puis c'est une personne que je connais, là, a écrit bien sur le plan esthétique, chose que je n'ai pas, moi. J'ai pas développé. Mon écriture est plutôt brouillonne. Puis, elle fait pas de faute. Donc, ça, c'est un art qui s'est perdu avec le temps de donner de l'importance à ces choses-là. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce que tout se fait essentiellement par ordinateur. Donc, pourquoi s'appliquer pour une belle calligraphie? Tout dépendant de ce que la personne a à faire aussi, la fonction. Je suis capable d'apprécier la belle écriture au niveau de la forme, alors que les gens n'écrivaient pas à l'ordinateur. C'était comme primordial que la personne puisse être lisible lorsqu'elle écrit, par exemple, une lettre, alors qu'aujourd'hui, la personne envoie un courriel, étant plus rapide qu'utiliser la poste traditionnelle, ce qui fait en sorte que la personne doit écrire au clavier et être compréhensible par une autre. Donc, c'est différent. Mais
qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à la question être des destructeurs de formes? C'est parce que l'un des pièges qui peut guetter des individus, c'est de se croire cool, comme se croire, dans le fond, être plus conscient en se définissant comme étant des destructeurs de formes que d'autres personnes qui ne le sont pas, ce qui est un piège. Puis de toute façon, les gens ne sont pas un paradoxe près parce que paradoxalement, on peut créer une forme, une idéologie de la destruction de la forme. Donc l'idéologie vise à nous rendre libres de la forme, mais si on se soumet à cette idéologie-là d'une manière aveugle et d'une manière polarisée en tout temps, ben à ce moment-là, on n'est pas libre de la forme qui nous invite à être libre de la forme paradoxalement. On n'est jamais un paradoxe près. Prenons par exemple ce qui est arrivé avec les dérives de l'idéologie du mouvement woke américain. Woke qui veut dire éveil. Bon, ben, l'idéologie woke, au nom de l'éveil des peuples et des nations et de la justice sociale, eh bien, c'est ce qui va légitimer de créer une culture de la cancellation qui fait que certains faits historiques ou certaines statues doivent être détruites. Donc, c'est sûr que il y a certaines personnes dans le passé, que ce soit des gens politiques qui ont fait la traite des esclaves ou autres, certes, ça peut être contestable, sauf que le point, c'est que de vouloir être libre des formes du passé à un point tel que nier des réalités historiques, ça crée une situation problématique car ça amène les gens à ne pas comprendre des rapports de causalité qui les lient à du passé. Donc, comme il y a un adage qui dit que le savoir, c'est le pouvoir, bon, ben si les gens ne comprennent pas le passé, ils peuvent reproduire les mêmes erreurs dans le futur à un certain niveau parce que ils nient le passé. Ils nient ce qu'ils font pas leur affaire. Et quelqu'un qui est réellement éveillé, qui est conscient, dans ma compréhension des choses aujourd'hui, il va pas nier ce qui fait pas son affaire. Il va être capable de l'observer. Même si ça ne fera pas plaisir, ça peut y faire mal. Et lui créer dans certains cas, un certain malaise, mais il va y avoir cette transparence-là. Donc, la perspective du mouvement woke de s'émanciper du passé en créant une culture de la cancellation, c'est-à-dire de nier des individus, éviter d'utiliser certains mots qui commencent par haine, alors que ce fameux mot qui commence par haine qu'on ne peut plus employer dans les médias au Québec ou même dans les universités était d'usage commun pour désigner des gens d'une certaine ethnicité dans un passé esclavagiste au sud des États-Unis. Eh bien, de tout nier ça au nom de l'éveil, c'est comme de s'endormir à des réalités du passé au nom de l'éveil à une idéologie qui nous enferme dans un rêve d'être dans le bien et de nier tous les éléments qui ne font pas notre affaire. C'est comme un endoctrinement. Quelqu'un qui est pris dans une secte, qui est soumis à une doctrine, puis qui fait un aveuglement volontaire au niveau idéologique, c'est être piégé. Mais paradoxalement, on peut dire qu'on fait ça au nom de l'éveil et de s'inscrire dans le mouvement woke. Donc, c'est sûr, comme perspective en tant qu'individu, je ne dis pas de nier le passé. C'est sûr qu'on peut porter un regard critique sur le passé. Mais le point, c'est de tout le temps voir qu'il y a des failles à toute forme doctrinale. Ce qui fait en sorte que l'étude, par exemple, des systèmes philosophiques ont des limites. Puis, à un certain niveau, lorsqu'on touche à une conscience vibratoire et qu'on est capable de tirer profit de l'intelligence instantanée que ça peut générer, ben là, on peut avoir accès à des idées nouvelles qui peuvent créer des formes qu'on peut détruire par la suite. Donc, on peut utiliser temporairement des formes puis y mettre fin par la suite. On n'est pas obligé de s'enchaîner à des formes. Et c'est sûr que par rapport à ça, naturellement, l'utilisation stratégique des formes, on le voit souvent en politique.
Si on en regarde, parce que je suis un petit peu naturellement la politique par rapport à la ville de Québec, où j'ai grandi, dans le fond, je réside plus présentement, mais m'informe un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à cette ville de la province du Québec au Canada. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un parti politique s'appelant la CAQ, Coalition Avenir Québec, a été élu. Donc, en disant que il était pour le troisième lien, entre la rive nord de la ville de Québec et la rive sud, donc Lévis. Il y a 2 ponts présentement. Or, avec les années, la circulation urbaine a augmenté. Sur les heures de pointe, il y a de plus en plus d'embouteillages. Donc, des gens réclament depuis plusieurs années un troisième lien entre Québec et Lévis. Et naturellement, de partis politiques dans l'optique que les gens de la ville de Québec et Lévis, pour que les 2 villes soient liées, dans le fond, puissent bénéficier d'un troisième lien, en ont fait une promesse électorale. Et même le ministre Éric Kerr qui dirait qu'il démissionnerait si il ne tenait pas la promesse. Naturellement, le parti de la CAQ a été élu et naturellement n'a pas tenu sa promesse. Et bien entendu, Éric Kerr n'a jamais démissionné. Quand les gens goûtent au pouvoir, ils n'ont pas envie de le lâcher, un peu à l'image d'un pitbull qui s'agrippe après sa proie le plus possible. Eh bien, par la suite, ils ont dit, ben là, ils ont reculé par rapport au projet, une fois qu'ils ont été élus. Là, dans les dernières semaines, ils étaient plus bas dans les sondages par rapport aux intentions de vote, le parti de la CAQ. Donc, pour faire le plein d'électeurs, probablement, ben, ils sont revenus en donnant de l'importance à la forme du troisième lien, c'est-à-dire qu'ils ont dit, pour des raisons de sécurité économique, c'est important un troisième lien, parce que c'est sûr que si l'un des 2 liens présentement qui lie Québec à Lévis est mis en échec, parce que si on pense sur le pont de Québec, c'est un pont qui est très âgé, qui a besoin de réparations importantes. Bon, bien, si à un moment donné, il y a une défaillance, puis il reste juste un pont, ça va créer des embouteillages encore plus grands que ceux qu'on connaît présentement. Et pour ne pas nuire à l'économie de la ville de Québec et de Lévis qui se développe d'une manière importante depuis les dernières décennies. La population augmente, la construction à un point tel que des problèmes de pénurie pour avoir un terrain pour se construire une maison, ou des pénuries de logements, et ainsi de suite. Bon, ben, sur le plan, dans le fond, par rapport à la sécurité économique, là, ils utilisent ça comme argument. Et c'est intéressant de regarder au niveau de la forme, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans l'optique d'attirer la population de Québec et Lévis pour qu'ils votent pour la CAQ, eh bien, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Vous allez avoir un troisième lien. Une fois qu'ils sont élus, là, ils reculent en arrière. Ah, il y a des études de faisabilité, que ça ne marche pas, blablabla. Parce que ça va coûter une fortune, naturellement, de construire le pont, le troisième lien. Par la suite, ils voient qu'ils sont en baisse significative dans les intentions de vote. Et à ce moment-là, pour charmer de nouveau l'électorat, ben, on leur promet la même chose, et ça à quelques mois d'intervalle. Ce que je décris, ça ne s'est pas passé sur une échelle de 10 ans ou de 15 ans. Non, non, quelques mois. Et ça, j'ai regardé ça au niveau de la manipulation de la forme à des fins politiques, puis de faire une gestion politique en fonction des sondages par rapport à la population. Sur le plan stratégique, pour moi, c'est une stratégie tellement évidente, grossière, de faire miroiter une forme qui font plaisir aux gens pour les amener à se soumettre à un parti politique. C'est un petit peu comme tu as un âne, tu le fais avancer en montrant la carotte, mais en réalité, tu ne veux pas y donner la carotte. Fait que tu enlèves la carotte, l'âne n'y avance plus. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu remets une autre carotte devant lui pour le faire marcher. Puis bien entendu, par rapport, là, il dit qu'ils vont aller de l'avant, qu'il y a le troisième lien. Bien entendu, il n'y a rien qui est fait présentement. Peut-être que les travaux pratiques et concrets ne seront mis de l'avant que dans quelques mois, voire quelques années, voire quand ils vont revenir en période électorale, parce que les élections ont lieu aux 4 ans ici au Québec. Puis là, on va faire miroiter aux gens qu'ils vont avoir le troisième lien, puis le concret va commencer des travaux au moment que la CAQ va être de retour au pouvoir. Puis là, une fois au retour au pouvoir, ben, ils peuvent dire non, on ne va plus de l'avant, ça coûte trop cher, puis il y a des études de faisabilité qui disent que ça ne marchera pas.
Fait que le parti est rempli de contradictions. Mais c'est intéressant de regarder ça dans une optique d'influence et de manipulation des gens par la forme. Bien entendu, on aurait pu utiliser d'autres cas, d'autres situations. Des fois, je trouve ça drôle quand je regarde la politique européenne. Donc, Emmanuel Macron qui avait déclaré il y a quelques semaines qu'il n'excluait pas la possibilité que des soldats soient envoyés en Ukraine et la possibilité qu'il y ait de la conscription, mais il disait présentement on n'est pas là, mais j'exclus pas ça. Ça, ce mouvement-là suggère la possibilité que des Français éventuellement soient mobilisés pour faire la guerre en Ukraine. Donc, on induit dans l'esprit des gens cette possibilité. Donc, on prépare le terrain à ce qu'à un moment donné, on puisse déclarer cette possibilité-là. On tente le terrain. Mais on dit qu'on n'est pas là. Donc, pour moi, c'est une espèce d'injonction paradoxale, un peu dans le même type de dire ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Présentement, là, les gens qui m'écoutez, je ne veux surtout pas que vous pensez à un éléphant rose ou je n'exclus surtout pas la possibilité que vous pourriez présentement penser à un éléphant rose. Bon, ben, le cerveau, qu'est-ce qu'il risque de faire? C'est de penser à un éléphant rose. En n'excluant pas la possibilité de penser à un éléphant rose, ben, on est ouvert à cette possibilité-là. Et progressivement, en utilisant des phrases avec des injonctions à caractère hypnotique, Emmanuel Macron pourrait dire aux gens on n'exclut pas la possibilité d'envoyer des soldats en Ukraine, qu'il y ait des fantassins de forces armées. On n'exclut surtout pas ça. Mais il ne dit pas qu'il va faire ça, donc il ne se mouille pas. Donc, c'est intéressant de regarder ça au niveau du discours. Puis de mon côté, comme observateur externe de la politique étrangère, politique européenne, ben, je n'exclus pas que Emmanuel Macron est un manipulateur grossier qui est sous influence de forces mondialistes qui vont à l'encontre des intérêts nationaux des Français. Mais je dis pas que c'est ça. Je fais juste pas exclure la possibilité. J'exclus pas la possibilité que c'est un imbécile aussi. J'exclus pas que la possibilité que c'est tout simplement une marionnette sous l'influence du Forum économique mondial, au même titre que Justin Trudeau, qui est sous l'influence de Klaus Schwab et de politiques mondialistes qui dessert un agenda global qui va à l'encontre des États-nations et des souverainetés individuelles. Je dis pas que c'est ça, mais j'exclus pas ça. J'exclus pas non plus que Justin Trudeau, c'est un imbécile. C'est un menteur. J'exclus pas ça. Mais je dis pas qu'il a dit ça. Donc, c'est parce que si quelqu'un dit d'une personne qu'il est malhonnête, que c'est quelqu'un de fourbe qui dessert les États de sa nation, ça peut être interprété comme des propos diffamatoires. Mais si la personne dit qu'il n'exclut pas la possibilité que c'est un imbécile fourbe qui va à l'image de Judas, qui est une figure mythique dans la religion catholique qui représente le traître qui a trahi Jésus, est à son image, en trahissant les intérêts d'une nation, en n'excluant pas cette possibilité, il est correct. C'est comme Emmanuel Macron, en n'excluant pas la possibilité d'envoyer des soldats en Ukraine, comme il déclare pas la conscription générale des gens, de la mobilisation à des fins de guerre en Ukraine d'une manière explicite qui crée un choc, mais il crée ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Overton, peut-être que je n'exprime pas comme faux, c'est-à-dire une fenêtre d'opportunité, laissant dans le mental des gens la possibilité qu'on envoie des soldats, même si c'est pas fait. On appelle ça préparer le terrain.
C'est sûr, c'est intéressant d'étudier la psychologie de masse. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça, c'est plus au niveau psychologique, remarqué, là. Mais vous voyez la tonalité de mes enregistrements. Tantôt, je voulais aborder la question de destructeur de forme dans une façon plus vibratoire. Là, j'embarque plus dans des considérations d'analyse de forme, de leur impact en tant que levier de manipulation. Mais je veux en revenir sur le principe vibratoire. Bon, je vais visiter dans un mode plus de canalisation. Quel est le rapport de l'homme nouveau à la forme, si je pose la question à mon esprit? L'homme nouveau a pour rôle d'utiliser la forme dans l'optique d'optimiser des circuits d'énergie. L'énergie circule plus. L'individu nouveau sera un vecteur de forme nouvelle, étant plus ergonomique, qui vont remplacer des formes anciennes. L'individu nouveau a une compréhension que une forme comme un objet de consommation, prenons par exemple un téléphone intelligent, a un cycle de vie qui dure une certaine période de temps, puis après une certaine période de temps, une forme est obsolète. Certes, par rapport à l'instruction de Bernard de Montréal, les formes utilisées étaient en relation avec l'époque des années 1980, 90, 2000 et a eu sa pertinence optimale dans l'optique de s'adresser aux gens de l'époque en relation avec les formes de cette époque. Prenons par exemple, lorsque Bernard de Montréal faisait allusion d'aller boire un Coke chez Eaton, ce qu'il faut que les gens en Europe comprennent, qui n'ont pas vécu au Québec. Bon, ben Eaton, c'était des magasins c'est une chaîne de magasins ici au Québec. Quand j'étais petit, j'allais aux galeries de la capitale, de la ville de Québec. Il y avait un magasin Eaton qui était là. Ils vendaient des articles, ça pouvait être des articles de cuisine, des vêtements. Et souvent, les restaurants, comme c'était le cas dans le passé, ben, je n'avais pas été chez Eaton, mais j'avais été, par exemple, manger chez Sears, c'est un autre magasin. Bon, ben, il y avait des restaurants, puis on pouvait aller boire. Ben là, ici, un Coke, les gens, ben, la marque existe toujours aujourd'hui, donc c'est une boisson gazeuse. Donc, c'est un référent culturel auquel il faisait allusion à multiples reprises dans ses enregistrements dans les années 80. Mais aujourd'hui, si on parle à un jeune sur la rue, c'est quoi un magasin Eaton, puis boire un Coke? Boire un Coke, il va le savoir, mais le magasin Eaton, ça a disparu. Mais sinon, la portée de l'instruction supramentale, c'était de véhiculer une vibration nouvelle qui parfois passait à travers des formes anciennes, c'est-à-dire la cosmogonie d'Urantia, par la suite la théosophie, anthroposophie. Mais le but de l'instruction supramentale, c'est d'utiliser les mots adéquats pour être des vecteurs d'énergie optimaux pour véhiculer la puissance d'une vibration et aussi une mise en action, parce que parler c'est une chose, puis agir c'est une autre. Parce que si la personne fait juste réfléchir les formes qui sont utilisées dans l'instruction supramentale, ça ne sert pas à grand-chose. La personne doit être capable d'être en contact avec l'instruction supramentale et, comme l'avait déjà dit Daniel Ménard, vibrer puis agir. C'est-à-dire être capable dans sa vie de s'engager dans des actions qui suivent une vibration, qui participent à l'optimiser en tant qu'individu. Prenons par exemple quelqu'un qui a la vibration d'aller faire du jogging alors qu'il fait au-dessus de 30 degrés Celsius à l'extérieur au Québec. Donc, il fait très chaud. Parce que ça lui permet d'être en forme et supporter bien mieux la chaleur. Ben, si c'est intelligent, c'est intelligent. La personne a une vibration à un moment donné de faire un cours d'anglais, etc. Donc, une vibration, dans un sens, on peut dire que oui, c'est une forme de programmation, mais c'est une programmation qui est par-delà l'intellect. À un moment donné, j'échangeais avec quelqu'un, puis j'y expliquais que, en tant qu'individu, lorsque je regarde le phénomène vibratoire, c'est de ma compréhension, ma perspective, c'est que c'est incompréhensible sur le plan intellectuel. Par contre, dans cette optique-là, l'intellect ne peut pas embrasser la totalité car étant limité et a une perception limitée de la réalité. N'étant pas multidimensionnel à la différence de l'intelligence de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire l'intelligence
cosmique qui pénètre différents individus. L'esprit avec un grand E a pénétré différentes personnes, même des gens qui niaient l'existence de l'esprit, du paranormal. Prenons par exemple le cas du Doc Mayou, le docteur Pierre Mayou, psychiatre décédé aujourd'hui. Bon, ben, le Doc Mayou, lorsqu'il parlait, à un certain moment donné, il y avait des moments où il était très spontané en sa parole, intuitif. À un certain niveau, on pouvait dire que c'était vibratoire. Sauf que le gars, en tant qu'ego, il était matérialiste. Pour lui, il n'y a pas de vie après la mort. Tout ça, c'est du bullshit. Du caca de taureau. Traduction française qui n'est pas utilisée au Québec ni même en Europe, mais bullshit, si vous le regardez, ça fait caca de taureau. Bon, ben, c'est sûr que le corps physique du Doc Mayou, une fois qu'il est décédé, il n'y en a plus de corps physique. Le corps physique se dissout. Mais dans le cosmos, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est-à-dire que les idées créatives qu'il a pu avoir, qu'il a pu véhiculer à travers sa parole, ben, cette source-là existe en dehors du corps physique, sur le plan de l'esprit, et va continuer d'exister après son existence. Ma compréhension de la réalité, c'est que l'esprit existe avant l'individu, pendant la vie de l'individu sur le plan physique, puis après la vie de l'individu. L'esprit est un foyer d'idées créatives qui foisonnent dans différentes temporalités. Donc, c'est le principe éternel qui est par-delà la temporalité, mais qui va s'articuler à travers différentes temporalités. Et les individus peuvent être les vecteurs de l'expression créative de l'esprit qui est par-delà la manifestation phénoménale sur le plan physique, donc l'esprit étant sur le plan nouménal. C'est ça. Sinon, ben, des fois, on a des intuitions dans la vie, puis on a des confirmations plusieurs années après, parce que le principe énergétique, on le perçoit. Des fois, c'est sécurisant d'entendre différentes personnes dire la même chose pour, si on veut un peu d'insécurité psychologique, avoir des béquilles externes qui confirment notre propos. À un certain niveau, là, j'écoutais récemment Idriss Aberkan, que je trouve extrêmement intéressant. En fait, je l'ai découvert, là, ça fait un certain temps que je l'ai découvert, un certain nombre de semaines, mais je veux dire, ça fait, dans les dernières semaines, j'écoute beaucoup intensivement ses enregistrements, et je le rejoins totalement sur son propos par rapport à l'éducation. Donc, lui affirme avoir fait 3 doctorats, et dans un de ses enregistrements, il répond que, en fait, ce qu'il explique, puis à travers ses écrits aussi, des limites de l'éducation en France. Que l'éducation, puis il est très critique par rapport à ça, puis je le rejoins totalement. Puis il rejoint en même temps les propos du philosophe jovialiste André Moreau, c'est-à-dire qu'il va dire que le système scolaire, en fait, le système d'éducation, les gens devraient apprendre en jouant. D'ailleurs, c'est ce que fait, par exemple, les animaux. Prenons, par exemple, un tigre qui, en jouant, va apprendre à chasser. Bon, ben le jeu est essentiel à sa survie. C'est parce que s'il n'apprend pas à chasser, il ne pourra pas se nourrir. C'est un carnivore. Il va mourir de faim. Mais au niveau de l'adaptation, ce qui est intelligent et ergonomique, c'est d'apprendre en jouant. André Moreau, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qui lui a permis de faire des études postdoctorales. Idriss Aberkan véhicule ça, il a fait 3 doctorats. Puis, dans les 2 cas, ben, ils vont être très critiques par rapport au système éducatif. Puis moi également. Idriss Aberkan, ce qu'il expliquait, il dit, le système éducatif, c'est comparable à quand on fait du gavage de masse. Donc, on va, par exemple, gaver massivement des animaux pour les engraisser le plus rapidement possible. Et c'est comme on fait la même chose avec des étudiants. On leur demande d'apprendre par cœur un paquet d'informations en peu de temps. Puis c'est sur la mode d'une production industrielle. Donc, on a des chaînes de restauration rapide. Prenons par exemple Starbucks, McDonald's, où le produit est standardisé d'une succursale à l'autre. Bon, ben, il expliquait que l'éducation française
eh bien, a été conçu de manière à être standardisé, peu importe la région de la France, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Puis, l'objectif de ça, c'est dans la mentalité impériale, c'est que pour qu'il y ait une cohérence au sein de l'Empire, ben, c'est que tout le monde pense pareil, pour uniformiser les gens et éviter les révoltes. Donc, l'idée, c'est que, dans le fond, que la personne soit sur une petite île française où est-ce qu'on peut avoir un département, qu'elle soit à l'est, au sud, à l'ouest, c'est que tout le monde a les mêmes connaissances uniformisées, puis tout ça soit contrôlé par le ministère de l'Éducation pour qu'il y ait une standardisation, dans le fond, de ce que la personne absorbe comme connaissance. Donc, la contrainte à certaines formes. Et ici au Québec, on a le ministère de l'Éducation aussi qui va standardiser les contenus avec les épreuves uniformes pour les étudiants là, au primaire ou au secondaire. Et les enseignants préparent en fonction de ça pour qu'il y ait un contenu standardisé. Mais c'est la même mentalité que celle qu'utilisent les gens qui font de la production industrielle, entre autres dans le domaine de la restauration, dans le sens que quelqu'un qui mange un hamburger chez McDonald's au Canada ou un hamburger aux États-Unis ou même en Europe, essentiellement, c'est la même affaire, c'est standardisé. Même chose pour un café de Starbucks, peu importe l'endroit. Donc, à travers ça, on contrôle l'information, on contrôle les formes que les gens absorbent. Et naturellement, c'est pas ce qui favorise l'émergence de génies, de surdoués. Ce que ça favorise, c'est le conformisme social, l'embrigadement psychologique des gens en fonction d'un narratif officiel. Donc, imaginez la France qui, dans une optique dans le passé, en tant que puissance impérialiste, avoir des colonies un peu partout. Donc, au Québec, ensuite en Afrique. Donc, les différentes colonies françaises où les gens vont se faire enseigner les mêmes choses que la maison mère. Bon, ben, c'est de standardiser les populations pour s'assurer qu'il n'y en a aucune d'entre elles qui se révolte. Contre l'Empire. Donc, à travers ça, oui, avoir un enseignement standardisé, ça favorise dans un certain sens une forme d'unité, mais c'est une forme d'unité imposée, puis c'est pas une unité intelligente dans le respect de la diversité. Donc, ça a ses limites. Mais comme phénomène culturel, c'est intéressant quand même à étudier. Donc, c'est sûr que dans le passé, mon rapport à l'éducation était que le domaine éducatif vise à faire gaver à des gens à des formes, les adhérer à des croyances, à des discours pour les formater, puis en faire des réplicateurs, des copier-coller en fait. C'est comme si l'éducation, on a de l'information sur une clé USB et on fait de l'individu une copie de la clé USB en le faisant mémoriser un paquet de connaissances, de savoir qui ne l'intéresse pas nécessairement. Et c'est l'imposition de la connaissance en individualité qui, à un certain niveau, est un manque de respect par rapport à sa personne qui doit être critiquée et contestée. Parce que tu peux pas prendre une population puis de dire à tout le monde que vous allez apprendre des cours de physique, de chimie, si la personne n'a pas la vibration d'être un scientifique, ça va être très difficile pour eux autres d'intégrer. Puis de rendre ça obligatoire. Je comprends que quelqu'un peut avoir un minimum de mathématiques dans la vie intégrée. Oui, ça a une fonction pour être capable de payer, par exemple, son loyer ou ses factures et faire le total des factures d'épicerie. D'être capable de tenir les comptes. Ça, il y a un minimum de mathématiques à avoir. Par contre, d'imposer à des gens de faire des calculs différentiels ou des mathématiques intégrales, alors que des gens n'ont pas nécessairement des vocations scientifiques, qu'ils vont tous oublier ça la minute qu'ils vont sortir de la formation, car la volonté d'apprendre ne vient pas d'eux, c'est pas de l'intelligence. C'est du gavage, comme des gens vont faire du gavage d'oie pour les engraisser rapidement. C'est quelque chose d'inintelligent. Et c'est sûr que par rapport à ça, ma vision va rejoindre celle du jovialiste ou d'André ou d'Idriss Aberkane, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est facile.
Donc, quelqu'un, comme André Moreau racontait, qui a beaucoup de facilité dans la philosophie parce que c'était son vrai domaine. Dans un sens, lui, il va parler de domaine réel pour l'individu. Quelqu'un d'autre pourrait dire, quelqu'un qui suit sa vibration, il va avoir de la facilité par rapport à une matière parce qu'il est marqué pour apprendre la matière et la maîtriser. Moi, j'ai de la facilité pour certaines choses, puis d'autres choses non. Puis avec le temps, les choses ne changent pas. Ça ne se modifie pas, ou très peu. Mais d'être conscient aussi de ses points faibles. Ça fait partie de l'intelligence. Mais notre civilisation, présentement, fait fausse route. Puis, ce qui va amener la civilisation à le réaliser, ça va être les chocs de vie. Si le système éducatif manque d'intelligence, ça crée de l'échec scolaire, voire des gens qui vont faire de l'anxiété de performance par rapport à l'école, voire des gens qui vont sombrer dans la dépression ou se suicider. C'est symptomatique du manque d'ajustement du système éducatif aux individus. Certes, les individus peuvent avoir dans une certaine mesure à s'ajuster à une collectivité, mais en même temps, il y a une nuance, une différence entre être ajusté à un cadre social versus être étouffé et castré par lui et tout simplement devenir un individu qui agit d'une manière sous hypnose. D'ailleurs, les gens qui sont dans l'ultra-conformisme ne généreront pas d'idées nouvelles, donc ils ne seront pas des gens qui vont amener la civilisation, la société plus loin. Paradoxalement, les forces sociales vont chercher à se maintenir à travers la reproduction et le copier-coller de savoir et l'apprentissage perroquet, mais en même temps, c'est précisément ça qui freine, qui va fossiliser l'individu par rapport à des formes qui vont amener tôt ou tard des destructeurs de formes à apparaître par nécessité. D'ailleurs, la survie de civilisation dépend de destructeurs de formes ou d'individus iconoclastes qui vont remettre les choses en question. Idriss Aberkan a remis en question la société. André Moreau, il y a différents penseurs. C'est pas fini. Par contre, la destruction des formes a ses limites aussi parce que si un individu se voit défait trop rapidement de formes qu'il sécurisait jusqu'alors, il peut sombrer dans des problèmes d'anxiété existentielle très forts. Puis c'est pas tout le monde qui a de la facilité à se reconstruire. Et c'est sûr que, prenons par exemple quelqu'un qui a passé 50 ans, de se faire mettre en échec ses croyances religieuses ou ses béquilles spirituelles, alors qu'il n'y a pas nécessairement la capacité de se reconstruire pour avoir une compréhension plus vaste de la réalité et ajustée, c'est inintelligent. Donc, c'est pas brillant. Par contre, il y a des gens qui sont prêts à prendre des chocs, d'autres non. Mais je pourrais parler encore pendant des heures, mais en réalité, c'est pas très compliqué. C'est que dans la vie, il y a des formes qui apparaissent. À un moment donné, les formes atteignent leur apogée, comme des civilisations, puis à un moment donné, il y a des déclins. Puis chacune des formes est transitoire. Même chose pour l'instruction supramentale, même chose pour différentes philosophies qui peuvent apparaître, des enregistrements. Chaque chose fait son temps. Et la vie, c'est en relation avec un renouveau qui s'opère par rapport à l'activité de l'intelligence créative qui s'opère d'une manière consciente ou à l'insu d'individus qui ne savent même pas qu'ils sont des vecteurs à travers leur comportement, à travers leurs paroles, d'éléments qui sont propres au renouveau d'une société ou d'une civilisation. Donc, sur ces propos, je vais compléter cet enregistrement. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute.